En fait, c'est une présentation qui va prendre un petit peu la suite des commentaires d'Alain, puisqu'on vient de parler de la dialectique court terme, long terme. Et comme on est dans un cadre où la chaire Ivanhoe Cambridge fête ses 20 ans, donc on va parler du long terme. C'est du long terme dans le domaine du logement et dans le domaine du résidentiel. Et donc, la question de recherche, c'est de savoir comment est-ce que la dynamique des prix immobiliers dans le résidentiel, dans le logement, pourrait être expliquée par des facteurs démographiques, puisque le long terme sur ces marchés-là, c'est la démographie. La présentation est en 4 parties, donc position du problème. La partie 2, quelques indices qui nous ont mis la puce à l'oreille. Donc, je précise que c'est un travail qui est conjoint avec l'une de mes doctorantes qui est en test chiffre chez BNP Real Estate. Donc la partie 2, quelques indications sur des éléments qui nous ont mis la puce à l'oreille sur le fait que la démographie, on va voir en quel sens, est un déterminant fort de la dynamique des prix des logements. Ces indices, on les confirme dans la troisième partie par une approche économétrique robuste avec un modèle en données de panel, j'irai un petit peu vite là-dessus. Et la quatrième partie, qui est sans doute la plus importante, qui va friser un petit peu avec de l'économie politique, je m'en excuse par avance, ça consistera en une discussion et en la présentation d'implications. La position du problème. Quand on veut penser le logement, le prix des logements, on a deux manières de poser la question. Une manière qu'on pourrait qualifier de court terme, mais de court terme immobilier, c'est-à-dire 5 ans, où on va expliquer le niveau du prix des logements par des facteurs comme la croissance, le PIB, les taux, la construction, l'activité de la promotion et des considérations fiscales. En général, quand les politiques du logement sont assises sur ces variables, elles ont une optique à 5 ans, à 8 ans, grand maximum. Il y a une deuxième manière de poser la question, c'est de poser la question à plus long terme. Donc ici, l'horizon de base, c'est l'horizon générationnel, c'est-à-dire 20 ans. Et donc ici, c'est une approche intergénérationnelle qui va être comparée. Les variables démographiques, quelles variables démographiques on va prendre? Eh bien, deux variables très basiques. La population totale, donc c'est une étude réalisée sur la France, donc au niveau français, au niveau de chacun des départements. Et une deuxième variable, une variable relative qui est très importante, c'est la structure qui va mesurer une des caractéristiques de la structure de la population, en particulier si c'est une population vieillissante ou qui rajeunit, c'est-à-dire le ratio nombre de retraités rapporté à population active, ce fameux ratio. Pourquoi faire cette étude? Eh bien, depuis 2005-2006, à peu près, en France, on est rentré dans ce qu'on peut appeler un papy boom. Donc, c'est le baby boom 60 ans plus tard. Le baby boom en France a commencé en 1945. En 2005, les gens nés en 1945 ont eu 60 ans et donc ont commencé à partir à la retraite. La question de recherche, est-ce qu'on peut expliquer la dynamique des prix par ces facteurs démographiques? Et que peut-on en attendre sur les prochaines années? Rapidement, pour la contextualisation par rapport à la littérature, ça s'inscrit dans l'économie du cycle de vie. On va considérer qu'un agent va avoir deux périodes dans sa vie. La période de vie active où il va acheter des actifs financiers et ou immobiliers, et la période de retraite où il va consommer ou jouir de ses actifs financiers et ou immobiliers. En résumé, la population active, c'est les acheteurs de titres. La population de retraités, c'est les vendeurs pendant la retraite ou à terme. On est dans le contexte démographique, donc il y a des éléments, qui sont associés. Et donc la population des retraités va représenter finalement les vendeurs de ces titres. Si on est dans une situation où les générations ont des tailles constantes, le rapport offre-demande sur cette base-là va rester constant. Donc, a priori, le niveau des prix des actifs ne devrait pas varier. Par contre, si on a des phénomènes de distorsion dans la taille des générations, on devrait voir des mouvements de prix. Cette question peut se poser au niveau des actifs immobiliers, c'est le sujet de cette étude, mais aussi au niveau des actifs financiers. Dans la littérature, les résultats sont moins clairs pour les actifs financiers, en particulier pour le marché des actions. Comme les particuliers ne sont pas les seuls acteurs, quand on cherche à détecter les melt-up ou les melt-down, mouvements de hausse ou de baisse des prix causés par un phénomène démographique, les conclusions ne sont pas toujours très claires. Pour les obligations, ça devient déjà un petit peu plus clair. Par exemple, le mouvement de baisse des taux obligataires qu'on a connu depuis 20 ans pourrait être interprété dans ce sens-là. Pour le logement, il y a eu deux temps dans la littérature. La question a d'abord été étudiée entre 90 et 95. Les articles ont conclu qu'il y avait un certain lien, mais il n'y avait rien d'extraordinaire parce qu'en fait, le mouvement d'explosion des prix du résidentiel a commencé après 95.
Et le deuxième temps dans la littérature a débuté à partir de 2006, donc début du papy boom. Et 2006 est vraiment, pour moi, l'année pivot, beaucoup plus que 2008. Crise des subprimes, finalement, crise des subprimes, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt d'un changement structurel d'une économie qui bascule sur un autre mode. Pour le cas de la France, qui est l'objet de cette étude, pour le résidentiel, la situation est idéale parce que les particuliers sont les seuls intervenants pratiquement sur ce secteur, hormis logements sociaux, mais il y a très peu d'investisseurs institutionnels. Et les Français préparent en général leur retraite en devenant propriétaires. Il n'y a pas vraiment de système de fonds de pension. Donc la situation est tout à fait favorable. Quelques indications. Donc le graphique de gauche vous présente ce qu'est le baby boom en France. Donc c'est l'évolution du taux de natalité. Le baby boom, c'est donc cette période où de 1945 à 1970, on était à peu près entre 2,5 et 3 enfants par famille. Et à partir de 1970, on passe à 2. Donc il y a vraiment une rupture par rapport à cette variable. Le graphique de droite donc, vous présente 3 courbes. La somme de ces courbes fait 100%. C'est la distribution de l'âge dans la population. Donc, en vert, c'est la population des plus de 60 ans, et vous voyez qu'il y a un coût qui va se produire en 2006. La courbe rouge, c'est la population active, donc un peu plus de 50%, et en 2006, elle commence à diminuer. Le ratio qui va nous intéresser, ça va être le fameux ratio de retraités par actif, qu'on va ici appeler HOLDEP. En 2006, on avait 0,4 retraités par actif. En 2013, date de l'étude, 0,48 retraités par actif, et d'ici à 2025, on va arriver à 0,60. Donc c'est un ratio qui varie beaucoup. Bon, si on met sur un même graphique, sur 40 ans, les prix de l'immobilier en France et ce ratio HOLDEP. Donc la courbe noire en pointillé, c'est l'indice des notaires bruts. Et la courbe qui va nous servir, ça va être la courbe en trait noir, en trait plein, qui va être nette de l'inflation. La courbe rouge, c'est la variation de ce fameux ratio HOLDEP. On cherche une relation négative, c'est-à-dire que quand le HOLDEP est bas ou baissier, la population est jeune ou rajeunie, par différents effets, et donc il devrait y avoir beaucoup d'acheteurs, les prix devraient monter. À l'inverse, si le ratio HOLDEP augmente ou est élevé, beaucoup de retraités, ce ne sont pas eux qui achètent les actifs immobiliers et financiers, donc les prix devraient être plutôt à la baisse. Et cette relation d'opposition, on la voit très bien sur les périodes 1, 2 et 4. Les courbes varient dans des sens opposés. Sur la période 3, on a une exception, mais c'est une période qu'on a pu qualifier de bulle. C'est la période de 86 à 91, la fameuse année 91. La période 5 et la période 6 sont les deux périodes sur lesquelles on va étudier la question au niveau départemental. Sur la période 5, le HOLDEP décélère, les prix explosent. Donc on a aussi une relation d'opposition qui est à l'ordre 2, mais peu importe. Et vous voyez qu'en 2006, on retrouve une relation d'opposition, les prix stagnent et vont devenir très progressivement baissiers, tandis que le HOLDEP explose. Donc on a décélération et accélération. Et vous voyez qu'il y a des dates intéressantes qui marquent les retournements de tendance. On a quand même deux courbes qui réagissent de manière très synchronisée. Et si on s'intéresse à la période 5, qui est cette période de curieuse explosion des prix du résidentiel, parce qu'après tout, pourquoi ont-ils monté comme ça ? Eh bien, on s'aperçoit que les baby-boomers, sur cette période-là, c'est en gros toute la population active. En 88, les baby-boomers ont entre 28 et 53 ans. En 2006-2007, ils ont entre 36 et 61 ans. Donc cette période correspond au maximum de population active sur le marché. Donc on commence déjà à avoir certaines indications. Que l'on confirme par une étude avec un modèle de panel, donc au niveau départemental. Les variables explicatives, 2 variables économiques, les revenus des ménages, le taux d'intérêt, 3 variables démographiques, population totale, le fameux ratio HOLDEP et le taux de divorce, puisqu'il est des fois indiqué que l'augmentation du taux de divorce serait un facteur qui explique l'évolution des prix du résidentiel. Et un facteur spatial, la construction neuve dans chacun des départements. Donc le modèle conceptuel, on explique le prix des logements par le facteur G, économique, revenu taux, par le facteur D, démographique, et on contrôle, on module d'analyse spatiale. Bon, le modèle est un modèle en données de panel, je vous passe les détails. Les résultats. Donc, ici, appartement et maison, on a introduit chacune des variables progressivement dans le modèle et on trouve des choses assez intéressantes. Rien qu'avec la seule variable HOLDEP, le R2 ajusté va être immédiatement très fort, à près de 40%, alors que le modèle avec les 6 variables est à 50%.
Donc ça, c'est le modèle M1. Si on prend le modèle M7, c'est-à-dire le modèle sans les variables économiques, on arrive à un R2 de 34%, c'est-à-dire à moins que le modèle avec la seule variable Holdep. Le modèle complet, c'est le modèle M6. Et les résultats, quand on regarde ça un petit peu en détail, sont les suivants. Les taux et la construction neuve n'expliquent pas les dynamiques des prix du résidentiel, pour le cas de la France, sur la période d'études 2000-2013. Mais c'est très clair, il n'y a pas d'effet. En termes d'élasticité, le revenu est explicatif. Si le revenu augmente de 1%, le prix des appartements et des maisons augmente de un peu moins de 1%. Ah oui. Le divorce a un effet marginal, et ce qui explique fortement, ça va être la population. Si elle augmente de 1%, les prix augmentent de 5%. Et le ratio Holdep, s'il passe de 0,40 à 0,41, on a un effet recherché, donc négatif. Il me reste combien de temps à peu près 5 minutes et il n'y aura pas de questions. Donc, oui, donc, les variables évoquées classiquement, taux, revenu, divorce, offre, sont secondaires dans l'explication de la dynamique des prix. Les variables principales et de loin, c'est les variables démographiques. Cette analyse, on l'a déclinée au niveau sur différentes segmentations, départements jeunes, départements âgés, départements ruraux versus urbains, des départements et par quartile de prix appartements et maisons. Donc c'est ces 4 cartes. Alors je vais un petit peu vite. Ce que l'on trouve, c'est que quelle que soit la segmentation qu'on considère, le facteur structure de la population reste très constant, très stable dans sa causalité, dans son caractère explicatif. Par contre, pour les facteurs revenus et population totale, on a 2 comportements différents. Pour les zones qui sont urbaines ou jeunes ou chères, le revenu est encore moins explicatif, et ce qui est explicatif très directement, c'est la population totale. Par contre, dans les zones rurales ou âgées ou peu chères, c'est l'inverse. Le revenu est davantage significatif et la population totale a peu d'effet. Donc ça veut dire que quand on n'est pas dans une pression démographique, les variables secondaires, les variables économiques, reprennent un caractère explicatif plus important. Discussion et implication. Donc sur la base des éléments que je viens de vous présenter, le lien démographie et prix est établi aussi pour le cas de la France. C'est conforme à ce qu'on trouve dans la littérature. Il y a beaucoup d'articles très récents sur ce sujet et ça semble robuste. Comment expliquer l'évolution des prix du résidentiel? Sur la période 95-2005, c'est là où le maximum, donc c'est le prix papy boom, c'est là où la population active est maximale. Donc on a une demande forte d'actifs immobiliers, résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, produits de préparation à la retraite, donc forte hausse des prix. 2005-2020, les premières générations du papy boom passent à la retraite, donc érosion de la demande. À partir de 2020, on va avoir un deuxième effet, c'est qu'on va aussi avoir une augmentation des décès en France, qui vont passer de 500 000 à 700 000 décès par an. Et donc, les héritiers ne garderont pas en général tous les biens, et donc on aura des reventes de la part des héritiers. Donc un facteur supplémentaire qui viendra augmenter l'offre. Donc il y a des questions ensuite d'économie géographique. Les territoires vont donc avoir des évolutions très contrastées. Si on regarde dans la population des propriétaires aux États-Unis, la répartition des classes d'âge, je vais très vite pour essayer de tenir les délais, ce que l'on voit, c'est que les propriétaires, dans l'ensemble des propriétaires, les plus de 55 ans sont de plus en plus présents. Les moins de 35 et les moins de 45 sont de moins en moins présents dans la population des propriétaires. Et quand on regarde ça sur le cas de la France, ici, c'est le taux de propriétaires normalisé observé entre 1998 et 2015. Donc, on a une courbe croissante, c'est-à-dire plus on avance en carrière, plus on est propriétaire, et ça diminue à partir des années 70. Mais ce que l'on voit quand on passe de 1998 à 2015, c'est que les classes d'âge 40-50, 50-60 sont moins propriétaires, et que par contre, les plus de 70 ans restent beaucoup plus propriétaires, alors qu'ils revendaient assez souvent. Enfin, ça arrivait. Et ce n'est pas un effet espérance de vie. On voit aussi le même phénomène de décalage de la propriété vers des classes d'âge plus âgées pour l'investissement locatif. Donc, 3 derniers slides. 2 faux débats. La construction ne fera pas baisser les prix de l'ancien. Les taux ont un effet négligeable sur les prix de l'ancien. Les mesures cycliques, APL, investissement locatif, PTZ, en fait, ont des effets très contre-productifs. C'est que ça contribue à faire monter les prix ou les loyers.
Et la question se pose aussi au niveau bancaire. Quand vous regardez les encours bancaires en France, 60% des encours des nouveaux prêts sont associés à de l'achat-revente, 20% à de l'investissement locatif et que 20% à des primo-accédants. Donc R égale G, ma conviction c'est R égale G plus D, et c'est même ça. Le facteur démographique est principal. Ça je vais passer. Dernier slide. Si on valorise le parc résidentiel en 1998, c'était 2600 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 6300 milliards d'euros. La plus-value latente sur le parc résidentiel, c'est 3700 milliards d'euros. C'est 2 fois la dette de l'État. Donc il y a des vrais enjeux à mobiliser cette richesse qui est coincée, immobilisée dans l'actif immobilier. Parce que on a des questions sur le financement d'un certain nombre de choses en France. Et bien là, on a une plus-value qui est bien réelle. Et comme on est dans le Commonwealth, en fait, il se trouve que cette problématique est amenée par une évolution de la société. On est passé à des sociétés à 4 générations simultanées, alors qu'on venait de sociétés à 3 générations simultanées, alors que la distribution de la richesse est restée sur un mode à 3 générations. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser sur la distribution de la richesse entre les classes d'âge. Merci beaucoup.